Par contre, si c'est des personnes qui font énormément d'heures sup ou des gros besoins d'intérimaires, cette même amélioration, tout de suite, ça va se voir sur du cash. Alors ça dépend en fait du contexte. Si vous avez par exemple de la sous-traitance à rapatrier, ça peut être intéressant d'arrêter de sous-traiter, de rapatrier l'activité pour éviter de licencier. Donc gardez votre main-d'œuvre. Par contre, vous absorbez plus de charges avec la même main-d'œuvre. Donc ça, c'est une façon intelligente de faire la productivité. Si vous êtes en croissance, c'est bon aussi. Après, vous avez toujours d'autres solutions, les intérimaires, recaser dans le groupe, que sais-je. L'important, c'est que le traitement social de la personne soit assez déconnecté de la productivité. Et que le traitement social soit positif pour la personne. Et dans ces cas-là, il y a zéro problème. Si les gens s'aperçoivent qu'avec la méthode, ils perdent leur job, alors, quelques exemples de mise en place dans un secteur finance, par exemple. Vous avez ici une checklist de clôture comptable. Vous ne pouvez rien voir, mais c'est normal, c'est fait pour. Une checklist de clôture comptable qui finalement liste tout ce qu'il y a à faire. Alors, là, vous avez la version d'origine, et là, vous avez la version 15 ou 20 versions plus tard. Elle a évolué. Elle a pris des couleurs, parce que les couleurs, c'est les différents interlocuteurs. Elle a pris des dates. On s'est mis des dates objectives pour chacune des actions. Donc, il y a une chronologie cible. Et puis ensuite, il y a une validation. C'était 2011, hein, donc elle n'est pas toute jeune, celle-là. Donc là, on doit en être à la version 20. Donc, chaque mois, il y a une validation par la personne qui fait le travail pour s'assurer qu'elle a tout fait. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi il y a besoin de ça? Si on a des gens professionnels, compétents, etc. Eh bien, même avec des gens très professionnels, très compétents et archi-qualifiés, c'est impossible de se souvenir de 40 items. Dans l'ordre, en plus. Donc, la checklist est un élément essentiel pour fluidifier tout ça, faire les opérations dans le bon ordre, se rappeler ce qu'il y a à faire. Et être content de, du coup, avoir tout fait. Comment? Et être content, du coup, d'avoir tout fait. Oui, et puis aussi se dire, bah, tiens, quand il n'y a pas la croix ici, est-ce que ça veut dire que j'ai juste oublié de mettre la croix ou est-ce que ça veut dire que j'ai oublié de faire l'action? Et si j'ai oublié de faire l'action, c'est quoi l'impact? C'est un fichier qui est partagé. Alors, c'est pas un fichier en fait, le fichier, c'est un template écrit en Excel, et après, ce truc-là est affiché au tableau avec des croix manuelles. L'important, c'est que la personne sache quoi faire, et puis vérifie qu'elle a bien fait. Alors, dans la nouvelle version, je ne sais pas si je la montre là, mais il y a des codes couleurs par semaine, comme ça on peut voir si on est en avance ou en retard semaine par semaine. Là, vous avez, bon, c'est une autre checklist, mais c'est le même principe. Alors, quand on en a oublié un, ben, c'est intéressant de comprendre. Si on s'est réellement oublié, quel est l'impact? Si là, la ligne, c'est faire les virements, et puis qu'on a oublié de le faire, c'est embêtant. Et je peux vous dire que quelle que soit la qualité de la personne, ça arrive. Oui, parce que ça peut aussi tout simplement qu'il y ait un coup de fatigue, un coup de fil qui n'a pas été, du coup, ça a décalé, puis on a fait un truc, quoi. Je veux dire, on est des êtres humains. Vous voyez, par exemple, moi j'anime ce genre de séminaire depuis de nombreuses années, j'ai peut-être animé 300 ou 400 formations. Et ben, ce matin, j'ai oublié les baffles. Pourquoi? Parce que j'ai pas de checklist. J'ai oublié les baffles, je vous ai présenté une vidéo sans baffles. Et j'aurais eu la checklist, je ne les aurais pas oubliés. Voilà, bon, je passe. Donc la checklist, c'est vraiment une béquille pour faire en sorte d'apporter un meilleur service. Ça marche dans le service où les gens sont tous récompensés en endroit. Vous avez dans des services éclatés dans les différents étages d'un bâtiment, c'est difficile de partager une checklist manuelle. Donc, vous avez des exemples, vous avez travaillé sur des checklists automatisées. Vous prenez un projet de développement et d'industrialisation. S'il est bien structuré, vous avez énormément de checklists du même genre pour préciser quels sont les livrables et attendus, phase par phase, jalon par jalon. Mais les interlocuteurs qui remplissent cette checklist ne sont pas tous physiquement au même endroit. Pour autant, les checklists peuvent être définis par service, par métier, par fonction. Alors ça, c'est un premier élément de réponse. L'autre élément de réponse, c'est de dire, ben, quand vraiment
comment ça se justifie? Il existe des IOBIA ou on va dire des affichages un peu virtuels de la performance avec ce genre de checklist affiché si besoin. Mais bon, commençons simple. Oui, bien sûr. Donc, en fait, la checklist, c'est bien pour démarrer le processus, le nouveau processus. Même pour un processus qui tourne. La question est, est-ce que c'est une activité durable Oui. Mais oui. Oui. Dès qu'on débranche la checklist, il arrive que le collaborateur il oublie les baffes. Vous n'avez pas de checklist. Donc, quelle que soit la qualité des compétences, ce n'est pas une remise en cause des compétences du collaborateur, c'est ça qui est compliqué à comprendre. Dès qu'on n'a plus cette checklist, on en oublie. Parce que ça nous rend plus fort, parce qu'on a réfléchi une fois, et puis après incrémentalement plusieurs fois, à ce qu'on doit faire. Et du coup, ça libère aussi de l'énergie. Alors vous allez me dire, oui, mais la checklist, c'est vraiment bateau. Il y a encore réinventé le fil à couper le beurre. Mais qui le fait réellement sur ces activités récurrentes? Qui le met en place réellement? Du coup, je vais vous évoquer quelque chose que vous pouvez constater que j'ai un fauteuil électrique. Et bien, ça m'avait fait sourire. Quand j'ai été accompagnée par une psy du travail à l'hôpital de Gap, justement, elle m'a conseillé de faire ça pour ma vie privée et mixer aussi ma vie professionnelle, où j'ai tout le choses à faire, les rendez-vous médicaux, machin, des trucs que j'anticipe, que j'assure que ça se passe pas bien, etc. Et donc, j'ai mis en place ce pays. Ça m'avait fait rire parce que je lui ai dit, mais c'est du management. On avait plaisanté. Mais ça m'a énormément aussi apporté, même je vous dis c'est du physique du vécu, sur justement la libération d'énergie. Il n'y a plus d'angoisse. Il suffit que je regarde mon timing. Ok, j'ai fait. Oh, là je dois aller là. Je contrôle pour voir bien qu'il y a un tel qui m'amène. Voilà, un petit coup de fil de 5 secondes. Pas de regret. Tout se passe. Oui, c'est je vais vous faire nickel dans la vie. Moi j'ai une checklist quand je pars en vacances pour savoir quoi prendre, sinon j'oublie. C'est le lead manager personnel, tout ça. Je voudrais aussi, il ne faut pas voir la checklist simplement comme un outil, résultat d'animation d'un chantier. Hein. Ici, tel que c'est présenté, tel que je l'ai présenté, Bertrand, c'est un outil au quotidien, okay, c'est important. Mais ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que ces checklists, ce sont aussi des outils de formation au poste de travail. C'est-à-dire que quels que soient les gens, leurs compétences, ils ont les compétences, okay, mais au poste de travail, quand on a une opération de clôture bien précise et qu'on est nouveau dans la société, même si on est expert comptable, on ne connaît pas toutes les relations et toutes les astuces du poste de travail où on est, bien qu'on soit expert dans son métier. Et donc ces checklists, ce sont aussi des outils de formation au poste de travail. Et ça accélère l'intégration. Vous avez quelqu'un qui part en congé de maternité, qui part en congé sans solde, qui démissionne. Vous êtes bien content d'avoir ça comme une béquille qui permet de faire fonctionner l'organisation, même si ça n'explique pas dans le détail ce qu'il y a à faire comment faire sur chacun des items, mais au moins ça explique le quoi faire. Donc ça dégrossit. Et puis justement aussi, ça rebondit sur tout ce qui est GPEC, et justement s'assurer que pour faire telle action, il faut connaître ça. Donc quand on va embaucher un tel, il connaît ça. Non, bon, ok, c'est pas grave, si je ne sais pas tout de suite, on mettra en formation, des choses comme ça. On prépare. C'est facile pour tous. Est-ce que vous avez des illustrations que vous pourriez nous donner, ou quels seraient les points vraiment intéressants à mettre en œuvre dans le cadre du Lean, dans un service à la personne? Alors ça peut être hôtellerie, maison de retraite, choses comme ça. Alors, oui. Quand vous allez dans les bons hôtels, qui sont généralement des hôtels 3 ou 4 étoiles d'une chaîne, que vous allez voir le réceptionniste de nuit, vous regarderez la prochaine fois, la chose que vous voyez sur son bureau, c'est une checklist. Et il a la liste de tout ce qu'il doit faire dans la nuit. Quand vous allez chez Avis ou les loueurs de voitures, c'est un peu pareil. Si vous regardez bien, ils ont des checklists à la fois pour préparer les voitures et aussi des checklists pour savoir quoi faire quand ils n'ont pas de clients. Parce qu'il y a un certain nombre de choses à faire au jour le jour. Ils sont en équipe, hein, les gens d'Avis ou
Dans les services à la personne, oui, il y a L'application de ces outils dans cet univers. Il n'y a aucune activité économique, dès lors qu'elle ait des process récurrents, ou avec un tronc commun, même des process prototypes, mais avec un tronc commun, il n'y a aucune activité économique qui ne peut être améliorée avec le Lean. J'aurais besoin d'en savoir plus sur le contexte, sur l'activité, mais service à la personne, déjà... Une ouverture de maison de retraite, qui monte en charge, par exemple, ou un hôtel qui a besoin de se rendre à la crise hôtelière aujourd'hui est dramatique, vous savez, probablement... Donc ils ont à réfléchir, à revisiter leur process. Ouais. Voilà. Oui, l'amélioration de l'expérience client. Moi qui fréquente souvent les hôtels, c'est vraiment un sujet. Et donc comment on fait en sorte, dans le premier contact à la réception, d'exceller dans l'expérience client, de donner systématiquement le code Wi-Fi, encore faut-il y penser, de systématiquement expliquer tout ce qu'il a expliqué. Quand vous regardez les différents hôtels et que vous regardez leurs prestations en termes d'explicatifs de premier contact, c'est le jour et la nuit. À partir du moment où vous avez des checklists, à partir du moment où vous avez quasiment un standard de travail, pour ceux qui connaissent, vous améliorez significativement l'expérience client. Dans les maisons de retraite, il est probable, ou les services à la personne, il est probable que le management visuel un peu du type de ce qu'on a montré dans la concession automobile soit utile. Pour visualiser les préférences des patients, pour visualiser les habitudes des personnes âgées, etc. Voilà. Je peux donner un petit peu. Ce qui est important dans les services, c'est si vous êtes en plus dans une problématique de sous-activité, c'est la polyvalence. Donc, il faut se polariser sur le fait que des personnes sont amenées à tenir des postes de travail très différents, indépendamment de leur niveau dans la hiérarchie. Moi j'ai un exemple, je vis en province, une ville de à peu près, une grande ville quand même. Mon agence bancaire, eh bien, quand je vais le samedi matin à mon agence bancaire, s'il y a eu de l'attente au guichet, il y a 2 guichets, okay, eh bien, à ce moment-là, il y a un 3e guichet qui est vide, le directeur de l'agence sort de son bureau et prend le 3e guichet. Et donc comme ça, on réduit l'attente, plutôt que d'avoir effectivement 3 personnes qui sont à des guichets, et par moment il n'y a personne. Ouais. Donc, mais ça suppose de développer la polyvalence. Oui. Hein. Et si vous êtes attentif au travail que fait la Poste depuis maintenant une dizaine d'années, ils ont commencé il y a une dizaine d'années, si vous observez un petit peu le fonctionnement de leurs agences, ils vont vers ça, et ça passe par de la polyvalence. D'où l'importance d'être organisé pour former les gens, et d'où l'importance des checklists, justement, pour pouvoir, je dirais, assurer des formations efficaces. C'est une vraie béquille. C'est un complément à la formation. C'est une vraie béquille. Ce dont a parlé Jean-Paul, ça s'appelle, j'ai appris le terme en anglais parce que j'ai commencé à apprendre le Lean dans une société anglo-saxonne, Flexible Manpower Systems. Autrement dit, j'adapte la main-d'œuvre à la demande client, en l'occurrence il y a plus de queue, en ouvrant un 3e guichet pour maximiser l'expérience client. On en est presque au bout. Vous avez ici donc diverses checklists. Alors la première, elle est dans le monde bureau d'études, industrialisation, développement. La deuxième, ça c'est des checklists de préparation de formation. On a beau être un expert de la formation, on a toujours besoin de se rappeler des 50 items nécessaires, dont les enceintes, pour préparer une animation, une formation. Ici, c'est une checklist de revue de contrat dans le domaine du BTP et d'autres checklists. Ordre du jour standard, je passe. Donc ce qui est important, c'est que... Alors, la checklist, c'est pas qu'un outil de formation, c'est aussi la capitalisation de l'expérience. Et là, je me tourne vers Laura. Laura. La checklist, c'est aussi un outil de capitalisation de l'expérience. Bon, lorsqu'on organise ces petits déjeuners, par exemple, on a des checklists pour organiser ces petits déjeuners parce que les items de préparation de chaque petit déjeuner sont identiques. Eh bien, je peux vous dire qu'à chaque petit déjeuner, on rajoute 5 à 10 items dans la checklist. Pour être sûr que pour le prochain petit déjeuner sera encore mieux que le précédent. Pour penser aux choses dont on a vu qu'elles pouvaient être encore améliorées. Alors, vous avez ici ce qu'on appelle OBEA Projet, donc c'est dans le monde